Place à Yves de Montbron. Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. C'est une grande première pour moi. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette conversation papillon en partenariat avec Génération Optimiste et je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous et plus particulièrement aux personnes que je connais personnellement puisque j'ai repéré qu'il y en a dans la salle. Alors, le thème du jour, c'est « Devenez le manager positif de vous-même ». Bon, je vous parle de ça parce que finalement, c'est mon métier. Moi, je suis consultant en management. Et alors, on commence. Je vous accueille dans cette conférence qui s'appelle « Devenez le manager positif de vous-même » et je voulais commencer par me présenter. Je suis Yves de Montbron, je suis consultant et formateur en management et en motivation depuis une vingtaine d'années. Je suis également intervenant dans des écoles de commerce, en particulier dans une grande école qui s'appelle le SCP Europe. Et puis, je fais des conférences dans un certain nombre d'écoles et de chambres de commerce. Et puis, j'ai une expérience intéressante également, puisque j'anime des clubs de managers, des clubs GERM. GERM, ça signifie groupe d'entraînement et de réflexion au management des entreprises. Et donc, nous animons avec d'autres consultants des clubs de dirigeants, ce qui nous permet d'avoir une expérience avec des managers, des dirigeants, des chefs d'entreprise, des cadres, et nous partageons évidemment le management positif. Une autre casquette que j'ai qui est d'être auteur, j'ai écrit un certain nombre de livres, bon vous voyez ils sont affichés là, et si ça vous intéresse vous pourrez les retrouver sur mon site qui s'appelle managerpositive.com et également un blog qui vous attend sur lequel vous retrouverez des conseils et des billets consacrés au management positif. Je voudrais juste ajouter une chose que j'ai oublié d'écrire sur la diapo, mais qui est très importante, c'est que je suis également le secrétaire de la Ligue des Optimistes de France. Voilà, la Ligue des Optimistes de France, qui est le partenaire de Génération Optimiste depuis le début, et sur lequel vous trouverez, liguedesoptimistes.fr, un certain nombre de billets et d'articles consacrés à l'optimisme, à l'attitude mentale positive, au fait que nous pensons que nous sommes responsables de ce qui nous arrive et que nous pouvons évidemment changer nos perceptions. Alors, on va commencer par ça. Pourquoi devenir le manager positif de soi-même ? Et puis la deuxième partie que nous verrons dans un deuxième temps, c'est comment devenir le manager positif de soi-même, parce qu'effectivement, c'est probablement le plus intéressant. Et à la fin, il y aura une surprise, Michel en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, et un cadeau pour chacun d'entre vous. Alors soyez attentifs jusqu'au bout, ça vaut le coup. Alors pourquoi devenir le manager positif de soi-même ? Eh bien, pour faire face à trois mots, des mots du siècle, les mots de ce siècle qui nous assaillent et que je vais détailler. Le premier, c'est un environnement médiatique excessivement anxiogène, on va voir, le stress, la pression, l'anxiété qui est générée par les médias. Deuxième raison, un pessimisme déclaré, en tout cas pour nous en France, je n'ai pas d'informations concernant nos amis du Québec, mais je suis sûr qu'on pourra en trouver en cherchant bien. Et puis une troisième raison, dans les entreprises que je fréquente, c'est une démotivation de plus en plus importante et je vous montrerai là tout à l'heure quelques chiffres très intéressants. Alors, voilà, pour commencer ce petit dessin, pour montrer à quel point l'environnement médiatique est anxiogène, vous voyez, c'est une famille qui se réfugie derrière le canapé pour, pour se cacher au moment d'allumer les informations. Voilà, parce que vous voyez sur le journal, il y a écrit killing, bombs, crack, etc. Et la famille dit, allez, on est prêt, allume les informations du soir, on est prêt à finalement affronter la dure réalité. Bon, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que on est confronté en permanence à une espèce de, je dirais, de dramatisation. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien, mais prenons uniquement cet exemple. On a là quelques unes de presse sur un événement dramatique qui s'est passé l'année dernière,
Et vous voyez le vocabulaire qui est employé, c'est absolument incroyable. La tuerie de Toulouse, la France horrifiée, à Toulouse l'horreur et la peur, la tragédie qui bouleverse la France, le parcours de la haine, itinéraire d'un tueur. Voilà, on dirait que la France est à feu et à sang, que la Troisième Guerre mondiale est prête d'être déclarée, alors qu'en réalité, bon, bien sûr que c'est un événement dramatique, mais enfin, ni la France ni Toulouse ont été menacés au point que semblent vouloir dire les journaux. Alors, gardez bien en tête une chose, c'est que les médias, les journaux, la télévision, la radio, et même maintenant Internet, sont des entreprises. Leur but, c'est de conquérir et fidéliser leur clientèle, de vendre leurs produits. Et leurs produits, en l'occurrence, c'est dans certains cas un journal, dans d'autres cas, c'est un espace publicitaire, dans d'autres cas, c'est de l'audience pour les télévisions. Et pour cela, ils jouent sur l'émotion, les drames, les catastrophes, les attentats, les guerres, les enlèvements, etc., etc. Or, sachez que, par exemple, dans le dernier livre de Michel Serres, le philosophe Michel Serres, qui s'intitule La petite poussette, il affirme que le mot le plus prononcé au journal télévisé est le mot mort. Mort et tous ces synonymes, hein, meurtre, tué, assassiné, décès, victime, cadavre, dépouille, trépassé, etc. Donc, en fait, les médias sont dans une situation de stress. Sachez, par exemple, qu'à 10 ans, un enfant qui regarde la télévision avec ses parents, en regardant les informations, des films, des séries policières, les experts, bon, il aura vu plus de morts à la télévision qu'il n'en verra sans doute dans toute sa vie d'homme. Parce que dans notre vie d'homme, bon, c'est sûr, enfin, sauf si vous êtes confronté dans un métier qui vous met en contact avec la mort, mais généralement, on est relativement peu en contact avec la mort, mis à part avec ces sinistres et ces macabres comédies et émissions de télévision qui en rajoutent, hein, on voit même de plus en plus maintenant dans des films, des dissections de cadavres, c'est vraiment répugnant. Alors, il faut bien comprendre aussi que le phénomène de répétition de la même information, à la radio, à la télévision, dans les journaux, sur Internet, sur les chaînes d'information en continu, donne une ampleur inégalée à n'importe quel fait divers, et plus particulièrement évidemment les drames, parce que c'est ça qui fait le miel de la presse. Mais on pourrait dire, vous voyez, que cette série de une là, que j'ai rassemblée montre bien qu'il y a ce phénomène répétitif. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion en préparant cette conférence que même quand l'information présente un caractère positif, comme la récente élection du pape, les médias cherchent le sensationnel en remettant, par exemple, en cause l'attitude du cardinal durant la dictature en Argentine. Et donc, ils créent un doute dans l'esprit des spectateurs. Vous voyez. Et quand il n'y a rien de particulier, on va retrouver dans les gros titres l'anniversaire, la commémoration d'un événement dramatique du passé. On a eu, il y a très peu de temps à la télévision ici en France, une commémoration avec des gens en pleurs du naufrage du Costa Concordia, avec des reportages sur les cérémonies commémoratives, des gros plans sur les gens qui pleurent, des témoignages pathétiques des proches, etc., etc. Donc, gardez bien en tête ça, c'est-à-dire que, voilà, c'est là que je voulais aller, il y a aujourd'hui une multiplication des sources d'information, parce que vous avez la radio, la télévision, j'ai dit ça tout à l'heure, et la multiplication des sources d'information est anxiogène, elle est source de stress. Sachez par exemple que les chiffres les plus récents disent qu'un Français sur 6 est en contact avec au moins 4 médias par jour. Voilà, 4 médias par jour, la radio, la télévision, la presse, Internet. Parfois vous avez des bandeaux d'informations dans les gares ou dans les aéroports qui circulent. Et donc on est soumis finalement à une espèce de pression médiatique relativement importante. Et cet environnement médiatique est anxiogène. Sachez qu'en France, le français moyen, les gens en moyenne, il y en a qui font plus, des gens qui font moins, mais le français moyen passe chaque jour 3h47 devant sa télévision. 3h47. Il passe en plus 3 heures à écouter la radio. La voiture, à l'aller, au retour, au supermarché, au restaurant, au moment du déjeuner. Vous ajoutez à ça les magazines, vous ajoutez à ça Internet, les journaux, etc. Et on est finalement victime d'une espèce de boulimie d'informations qui nous rend malades, parce que nous nous plaçons nous-mêmes sous une véritable perfusion de fast news,
qui fait de nous des drogués. Hein, on regarde la télévision, on écoute les informations à 8h, à 8h15, à 8h30, à 9h moins le quart, etc., etc. Parce que les chaînes d'information continue nous ont conditionnés à ça. Et comme il n'y a pas toujours des nouveaux éléments d'information à donner au public tous les quarts d'heure, eh bien, soit on nous ressasse les mêmes informations, évidemment réécrites avec un vocabulaire différent, soit on va interroger des témoins, des experts, des personnalités qui donnent leur avis et qui jouent la surenchère en permanence sur toujours la même information. Donc il y a une espèce de mécanisme de trop-plein mental qui est dû à l'effet répétitif des radios, des télévisions d'information en continu et qui génère une sorte d'indigestion par trop-plein. Et du coup, l'information ne joue plus son rôle puisqu'en fait, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien, on est de moins en moins rassuré au lieu d'être rassuré. Alors, pourquoi est-ce que les médias sont considérés comme anxiogènes? Il faut bien comprendre une chose, c'est que le discours médiatique accapare nos pensées. Quand vous avez la radio ou la télévision qui est allumée, même que vous êtes en train de faire autre chose, le cerveau est centré, reçoit ces informations, même inconsciemment, et ce discours médiatique pervertit nos jugements, parce que écouter les infos en boucle alors qu'elles nourrissent notre anxiété, c'est ce qui est de pire, puisque vous voyez, le système s'auto-alimente. Et vous comprenez bien que les médias vont plutôt jouer on va dire que les médias ne sont pas véritablement des vecteurs d'information neutre, mais plutôt d'émotion. Leur objectif, c'est justement de montrer des images chocs, des interviews de témoins, même s'ils n'ont rien vu, mais le beau-frère, le cousin, le petit-fils. Et on voit bien aussi sur les plateaux de télévision, à la radio, les experts qui sont invités. On va avoir là des criminologues, des psychiatres, des policiers à la retraite à qui on fait tenir le rôle d'adjuvant du suspense pour maintenir une tension dramatique dans les moments creux. C'est-à-dire que même quand il ne se passe rien, les médias ont toujours quelque chose à nous dire de façon à nous retenir. L'idée, c'est la fidélisation de l'audience, puisque leur objectif, c'est de nous capturer comme clients afin de nous vendre quelque chose dans les tunnels de publicité qui sont placés entre les émissions. C'est de ça que vivent les médias. D'accord ? Donc, l'impact de ce pessimisme ambiant se déroule dans une partie de notre cerveau qui a été particulièrement identifiée par les chercheurs et que les chercheurs appellent l'aire du cortex singulaire antérieur. C'est une zone du cerveau qui est destinée à traiter les événements inattendus de façon à ce qu'il y ait un équilibre entre les émotions et la raison, que tout ça, ça arrive à se coordonner. La raison, la pensée, les émotions, j'ai peur, j'ai une émotion forte. Si l'environnement médiatique stimule trop nos pensées négatives, cette aire, cette zone du cerveau est perturbée et a de plus en plus de mal à maintenir un équilibre entre la raison et les émotions, entre le positif et le négatif, entre les bonnes informations et les mauvaises informations. Prenons la bourse, par exemple. Un jour, c'est la chute et l'angoisse. Le lendemain, c'est la hausse et l'euphorie. Et il y a une espèce de mouvement maniaco-dépressif du monde financier, finalement, qui nous atteint. Surtout quand nos connaissances sont minces sur le sujet, hein, la crise économique, les subprimes, la baisse de l'immobilier, moins nous comprenons ce qui se passe, plus notre cerveau a tendance à imaginer le pire. Et si le pessimisme semble tellement contagieux, c'est aussi à cause de notre tendance à voir en priorité le négatif. Nous en reparlerons un petit peu plus loin de cette tendance à voir en priorité le négatif. Alors, un petit peu d'humour pour compenser tout ça. Voilà, ce médecin qui voit cette pauvre dame qui est complètement déprimée et qui lui dit « Une bonne blague à jeun tous les matins, 1 à 2 plaisanteries fines après chaque repas, et un film comique au moins 1 fois par semaine. Et surtout, évitez les journaux télévisés. » Bon. Alors, bon, c'est pas faux, c'est finalement assez vrai comme prescription. Voilà, moi je vais vous donner une prescription en quelques points. Que faire pour résister à cet environnement médiatique anxiogène? D'abord, je vous conseille de faire une cure de désintoxication médiatique. Inutile d'écouter les informations à la radio le matin, ni dans la voiture, ni durant les repas. À mon avis, écouter les informations 1 fois par jour est très largement suffisant. Ne dépassez pas la dose prescrite, c'est une question d'hygiène de vie, comme de limiter l'alcool ou le tabac. D'accord ? Préférez plutôt écouter de la musique, très très bonnes émissions de musique, écoutez des émissions culturelles, cultivez-vous, écoutez des émissions humoristiques, des émissions positives. Il y a plein de choses à écouter, mais voilà, les informations 1 fois par jour,
après c'est trop. Deuxième conseil, c'est dans le même sens, n'achetez pas le journal, un quotidien en tout cas, préférez les hebdomadaires, préférez les journaux qui vont traiter l'information avec plus de distance, ils vont être plus dans l'analyse plutôt que dans l'émotion brute. Éteindre la télévision, je constate parfois chez des gens que la télévision est allumée en permanence comme un robinet d'eau tiède, et bon, ça sert à rien, il vaut mieux choisir ses programmes à l'avance, il y a des choses formidables à la télévision, on peut tout à fait trouver dans la presse, dans Internet, même sur votre smartphone, vous allez trouver les programmes de la télévision et choisissez les programmes intéressants, les soirées thématiques, les soirées où on va avoir des vrais sujets de réflexion et de débat et pas des émissions qui nous rendent finalement complètement schizophrènes. Et puis dernier conseil, gardez de la distance et un esprit critique. Remémorez-vous en permanence que les médias sont des entreprises qui ont un produit à vous vendre et que ce qu'elles cherchent à faire, c'est vous garder pendant leur tunnel de publicité pour pouvoir vous vendre des trucs. Alors, deuxième point pour lequel il est nécessaire de devenir le manager positif de soi-même, c'est le pessimisme déclaré, en tout cas en France, encore une fois. Il y a une étude très très sérieuse qui est publiée régulièrement en France par Gallup International. C'est une étude qui est faite dans 51 pays depuis de nombreuses années. C'est un organisme très très sérieux, très très fiable. Et donc, il nous met en évidence, là j'ai les chiffres de début 2012, je n'ai pas encore trouvé les chiffres de 2013, mais je pense qu'ils vont être publiés dans pas longtemps. Voilà, la France, plus que jamais, championne du monde du pessimisme. En matière économique, la France est vraiment considérée comme une espèce de pays gravement atteint par la sinistrose aiguë. Les Français sont le peuple le plus pessimiste du monde. Voilà, du monde. Quand on leur pose la question, vous personnellement, pensez-vous que par rapport à cette année, qui était donc en fin 2011, l'année 2012 sera une année de prospérité économique, une année de difficulté économique, ou sera-t-elle semblable à cette année? C'est absolument effarant. Vous avez seulement 2% des Français qui disent que l'année à venir, hein, je pense que si on pose la question début 2013, ce sera probablement encore pire, que l'année à venir sera une année de prospérité économique, et 81% de gens qui nous expliquent que l'année sera une année de difficulté économique. Et donc on voit bien que le différentiel entre 81 et 2, ça nous donne moins 79. On voit bien là dans l'alignement de la première ligne en haut, moins 79, donc c'est le solde prospérité-difficulté en 2011. En 2010, on était à moins 58. Donc, vous voyez, ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Donc, la France conserve de très loin son score de pays le plus pessimiste du monde. Alors, quand on regarde qui sont les pays les plus optimistes et les pays les plus pessimistes, alors c'est très intéressant, parce qu'on voit finalement que le top 10 des pays les plus optimistes, eh bien, c'est le Nigeria, vous voyez, le solde positif de 80% entre ceux qui pensent que l'année sera une année de prospérité par rapport à ceux qui pensent que ça sera... C'est exactement l'inverse de la France, vous voyez. Ensuite, vous avez le Vietnam, le Ghana, l'Ouzbékistan, le Soudan. Bon, vous voyez, ce ne sont pas forcément les pays où on aurait envie d'aller vivre, des pays où finalement la vie est facile. Hein. Et pourtant, ils sont optimistes. Ils sont optimistes, ils sont pleins d'énergie, ils ont une expectation positive de l'avenir. Et quand on regarde les pays les plus pessimistes du monde, donc voilà, le premier pays le plus pessimiste du monde, c'est la France, cocorico, et puis vous avez ensuite l'Irlande avec moins 68, l'Autriche, moins 54, la Belgique, bon, très probablement, dans l'année 2013, on va trouver en haut du tableau des pays comme certainement la Grèce, le Portugal, l'Espagne, etc. Bon. Donc ça pose un petit problème quand même. Alors, quand on regarde une photo de l'ensemble de notre belle planète, on voit finalement que les pays où sont rassemblés les pessimistes, eh bien c'est l'Europe de l'Ouest. Vous voyez, le solde, le seul continent d'ailleurs qui est totalement
avec un solde négatif, hein, donc la balance entre ceux qui pensent que l'année à venir sera positive et l'année à venir sera négative, et puis les peuples qui considèrent que l'année, que tous les autres peuples, hein, où est-on le plus optimiste finalement? Vous voyez, c'est en Afrique avec un solde positif de plus 60, en Amérique latine avec un solde de plus 32, en Amérique du Nord avec un solde de plus 7. Bon, donc, comme c'était des chiffres un peu anciens, vous voyez, j'ai trouvé, là, en mars, là, j'ai trouvé des chiffres très très récents à l'INSEE. Ils ont mis en évidence que la confiance des ménages perd 2 points par rapport à février 2013, donc par rapport au mois dernier, et reste inférieure à sa moyenne de longue période. En mars, l'opinion des ménages sur leur situation financière personnelle recule également de 2 points. Vous savez, quand on interroge les gens en disant « Est-ce que vous pensez que votre situation financière est plutôt mieux, plutôt moins bien ?» C'est vraiment une question de projection personnelle, d'interprétation, et ça permet de juger effectivement la façon dont les gens ont une perception de l'avenir. Donc, vous voyez, niveau de vie en baisse, chômage, anticipation du chômage en hausse, hein, on passe à 76% de gens qui pensent que le chômage va s'aggraver. Et donc, le solde correspondant gagne à nouveau 3 points par rapport au mois de février. Donc, finalement, et puis concernant l'inflation, concernant les prix, les ménages sont plus nombreux qu'en février à estimer que l'inflation future va progresser. Donc, voilà. Bienvenue en France. Donc, que faire pour résister à ce pessimisme ambiant? Eh bien, quelques conseils. D'abord, cultiver son optimisme, parce que, comme disait le philosophe Alain, le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Et donc, l'optimisme, ça se travaille, l'optimisme, ça se cultive, et il suffit de voir le bon côté des choses. C'est sûr qu'on en a vu quelques exemples tout à l'heure, les médias ne sont pas là pour nous montrer le bon côté des choses. Donc, il faut les trouver par nous-mêmes. Vous êtes en bonne santé, vos proches sont en bonne santé, vous avez votre famille. N'oubliez jamais, moi j'aime beaucoup ce dicton qui dit 95% de nos peurs ne se réalisent jamais. Et la plupart du temps, c'est vrai. Le ciel est toujours bleu au-dessus des nuages, les oiseaux chantent après la tempête. Voilà, on a des tas de raisons de voir le bon côté des choses, on a des tas de raisons de cultiver son optimisme, et Génération Optimiste et la Ligue des Optimistes de France sont là pour vous aider à cultiver cet optimisme. Deuxième conseil, entourez-vous de personnes positives. Les personnes positives, ce sont des radiateurs, ce sont des sources de chaleur, ce sont des gens qui vont vous donner de l'énergie, gardez-les près de vous. Éloignez-vous des personnes négatives qui vous pompent votre énergie, qui vous disent que ça ne va pas, que tout est nul, que voilà, il n'y a plus rien à faire, etc. Et puis, troisième conseil, se nourrir. Nourrissez-vous de livres, de films, d'émissions optimistes, au lieu de regarder les experts où il y a des dissections de cadavres à tous les épisodes. Quelques conseils, je les mettrai sur le site après la conférence, quelques livres que je vous suggère. Par exemple, un très bon ouvrage, qui est un livre d'exercices, ça s'appelle 50 exercices pour prendre la vie du bon côté, qui était écrit par Émilie de Vienne, qui est une optimiste en chef. La pensée positive pour les nuls, dans la série pour les nuls. Vous avez aussi un très bon bouquin qui s'appelle La force de l'optimisme de Martin Seligman, qui est le père de la pensée positive, une renaissance incroyable. Ensuite, vous avez évidemment le livre de notre ami Michel Poulart, Le bonheur c'est, formidable. Vous lisez une page tous les soirs ou tous les matins, et voilà, votre journée est illuminée. Vous avez les sites internet dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, et puis vous pouvez regarder des films, par exemple, un grand classique qui s'appelle La vie est belle de Frank Capra, ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est passé à la télévision il n'y a pas longtemps ici en France. Voilà, un film qui vous met de bonne humeur. Pretty Woman, formidable. Le cercle des poètes disparus. Voilà, il y a plein d'émissions qui vous donneront des idées positives. Et même en préparant cette conférence, je pensais aussi à des chansons positives et optimistes. Rappelez-vous, il y en a plein, mais j'ai repensé à ces fameuses chansons de Charles Trenet, qui était vraiment un bon entraîneur sur l'optimisme. Alors, troisième raison, pourquoi devenir le manager positif de soi-même? Parce que nous assistons aujourd'hui dans les entreprises à une croissance et une augmentation de la démotivation. Encore une fois, des chiffres sérieux qui sont publiés par un organisme sérieux. C'est une enquête qui est réalisée chaque année dans un grand nombre d'entreprises auprès des salariés par Ipsos. Voilà les résultats de l'année 2011. Vous avez ici
une baisse de la motivation. Satisfaction et motivation atteignent leur point le plus bas depuis 2007. Voilà, on est passé de 64 à 60% de gens qui se disent très ou assez satisfaits de leur situation professionnelle en général. Et quand on interroge les gens sur la motivation, vous voyez, c'est encore pire, puisque la motivation descend, enfin, la motivation, l'augmentation de la diminution de la motivation est de plus en plus importante. Voilà, donc ça pose un problème aussi aux dirigeants, aux managers, aux chefs d'entreprise. Voilà. Et quand on interroge les gens sur les causes de leur démotivation, pourquoi votre motivation au travail diminue-t-elle, la principale raison est de très très loin, en augmentation de 7 points par rapport à l'année précédente, c'est le manque de reconnaissance. Les gens ont le sentiment de ne pas être reconnus à leur juste valeur, de ne pas être perçus comme des gens qui ont une contribution au sein de l'entreprise. Vous voyez, la rémunération vient en deuxième position et elle est en diminution par rapport à l'année précédente. Non, c'est avant tout le problème de la reconnaissance. Donc dans les entreprises, dans nos associations, dans nos clubs sportifs, dans nos familles, donnons de la reconnaissance aux gens, montrons-leur qu'ils sont importants pour nous, montrons-leur que nous les apprécions, montrons-leur que leur contribution est essentielle à nos yeux. Alors, là encore une fois, toujours ma petite série de recettes pour résister à la démotivation ambiante. Eh bien, développer son automotivation, on va en reparler à la suite de cette conférence, développer son automotivation, c'est créer en soi des croyances positives pour remplacer les croyances négatives, les doutes, les freins, et puis tout ce qui finalement nous crée des blocages. Deuxième conseil, c'est adopter une attitude positive face à la vie. La vie est formidable, la vie est pleine d'opportunités, la vie est pleine de chances, la vie est pleine de rencontres avec des gens formidables, des gens qu'il suffit de découvrir. Voilà. Et puis, agir pour réussir. Ça, c'est extrêmement important, agir pour réussir. Le remède à la déprime, c'est d'avoir des projets, de les mettre en œuvre et d'expérimenter le succès. Des petits succès d'abord qui deviendront de plus en plus grands. Mais agir pour réussir, comme disent les Américains, act now. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette conférence. Comment devenir le manager positif de soi-même? Alors, vous avez compris que j'ai beaucoup insisté sur cette première partie, qu'il est nécessaire de faire un travail, qu'il est nécessaire d'avoir une véritable stratégie, d'avoir un plan d'action pour devenir le manager positif de soi-même, parce que si on se laisse aller, hein, l'environnement médiatique, le pessimisme ambiant et la démotivation croissante, finalement, vont nous entraîner dans cette pente terrible, parce que finalement, on a tendance à imiter les gens qui nous entourent. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens positifs. Donc, comment devenir le manager positif de soi-même? Eh bien, nous allons aborder ce point. D'abord, premier conseil, relativement simple, soyez la personne qui vous rend heureux. Voilà. C'est Fontenelle qui paraphrasait cette citation en disant « Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi. » Voilà, être bien avec soi, cultiver une relation positive avec soi-même. Bon, vous ne pouvez pas changer les gens qui sont autour de vous, vous ne pouvez pas changer les informations qui arrivent par les médias. En revanche, vous pouvez tout à fait décider d'être la personne qui vous rend heureux. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment. Mais avant, je voudrais vous montrer un peu un parallèle, une espèce d'analogie qu'on pourrait faire entre notre cerveau, notre mode de fonctionnement interne, et puis un ordinateur. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'analogies, puisque maintenant on commence à parler d'ordinateurs biologiques, et donc finalement, il y a des liens. Alors, notre ordinateur mental, il est composé, comme un ordinateur que vous avez chez vous, de trois éléments. D'abord, un ordinateur, il y a un écran. Il y a un écran, c'est l'apparence extérieure de ce qui se passe. Hein, quand vous voyez l'écran s'affiche, sur les choses qui s'affichent à l'écran, eh bien c'est finalement le reflet de ce que l'ordinateur est en train de vous montrer. Nous, notre écran, c'est finalement notre apparence physique. La plupart du temps, c'est notre visage qui indique aux autres un certain nombre d'informations sur notre état, sur notre humeur, sur nos émotions, etc. Mais très peu d'informations finalement apparaissent sur notre visage par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur
la boîte, de la boîte qui est finalement ici. Un ordinateur, il a des périphériques qui lui permettent de rentrer de l'information dans son disque dur. Les périphériques, le principal, c'est un clavier, vous avez aussi des souris, vous avez éventuellement un appareil photo numérique, vous pouvez avoir un micro-enregistreur, une caméra, un scanner. Eh bien, nous fonctionnons aussi de la même façon, puisque nous possédons des périphériques d'entrée, comme un clavier sophistiqué qui nous permet d'engranger des informations de toute nature, par exemple. Eh bien, il s'agit de notre système sensoriel. Les périphériques qui nous permettent d'engranger de l'information, eh bien, c'est la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Toutes ces informations rentrent dans notre cerveau, dans notre disque dur, et donc là, effectivement, c'est le troisième élément du dispositif, c'est notre disque dur. Dans un ordinateur, ça se met dans une tour ou dans un portable. Eh bien, chez nous, c'est le disque dur, il est ici. C'est un programme très complexe de traitement et de stockage de l'information, dont l'essentiel d'ailleurs semble totalement nous échapper. On parlera du subconscient ou de l'inconscient ou du niveau subliminal, etc. Donc voilà, on a ces trois éléments, des informations qui rentrent à travers nos cinq sens, l'apparence de notre visage qui donne de l'information aux autres sur ce que nous pensons, sur ce que nous ressentons, et puis notre disque dur qui est là, dans lequel il y a beaucoup d'informations, certaines étant accessibles et d'autres non. Justement, on va rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce qu'il y a finalement dans l'ordinateur? On va dire qu'il y a trois niveaux. Il y en a beaucoup plus que ça, mais on va simplifier. Il y a trois niveaux. Il y a tout d'abord ce qu'on va appeler le schéma de conscience. Vous voyez, c'est la petite surface qui fait des vagues. C'est la mince pellicule d'attention et de vigilance immédiate que vous avez là, à l'instant, juste maintenant, pendant que vous êtes en train de m'écouter, et qui ne peut traiter qu'un nombre très restreint d'informations en même temps. Contrairement à un ordinateur, l'être humain, il est monoprogrammation. C'est-à-dire, l'ordinateur, vous pouvez lui faire des calculs, vous pouvez avoir beaucoup de logiciels ouverts en même temps. L'être humain, généralement, il est, bon, quelquefois, si on est très doué, on peut faire deux choses en même temps, mais généralement, on est centré sur une activité, surtout quand elle demande de la concentration. Dans le triangle à la pointe en bas, vous avez là toute l'information de ce qu'on va appeler notre mémoire vive, par analogie à la mémoire vive de l'ordinateur. C'est là que sont stockés tous nos souvenirs, nos connaissances, les grandes lignes de ce que nous percevons comme étant notre personnalité, et on va dire que ce réservoir contient, selon les estimations les plus courantes, entre 5 et 10% des données stockées dans nos arcanes cérébrales. Pour vous donner un exemple, ce sont les informations que vous pouvez appeler à la demande et qui sont là. Ce sont les souvenirs conscients que vous avez là. Ce sont des souvenirs, vous vous souvenez certainement que ce que vous avez mangé ce soir ou à midi, vous vous souvenez peut-être de qui vous a offert votre première bicyclette, la couleur du papier peint dans votre chambre. Voilà, toutes ces informations, elles sont là dans la partie mémoire vive et elles sont accessibles sur simple demande de votre petit bibliothécaire central. Mais vous avez aussi beaucoup d'informations dans ce qui est en bas de la cuve, une espèce de mer profonde, une mémoire subconsciente, le lieu de prédilection de nos automatismes et le réservoir de nos programmes de vie. Entre 90 et 95% des informations qui conditionnent notre façon d'être, d'agir et de ressentir reposent ici, dans le sanctuaire de notre ego. Vous allez avoir là un certain nombre d'informations, un certain nombre de programmes, de mini ou de gros programmes qui vont piloter notre vie quotidienne. Par exemple, c'est le cerveau qui va programmer, qui va gérer tous vos automatismes innés. Les automatismes innés, c'est votre rythme cardiaque, c'est votre respiration, c'est votre digestion, c'est un certain nombre de choses qui sont pilotées par votre cerveau, mais vous n'avez pas accès à ces programmes. Il y a aussi des automatismes acquis. Vous avez appris à parler une langue, deux langues, peut-être davantage, vous avez appris à écrire, vous avez appris à faire du vélo, vous avez appris un certain nombre d'expertises professionnelles. Tous ces automatismes sont là et vous ne pouvez pas dire le jour où vous avez appris la conjugaison ou les tables de multiplication. Et toutes ces informations sont là, elles sont pilotées par le cerveau, mais vous n'y avez pas forcément accès. Donc, ce que je vais appeler notre écosystème, la mémoire, dans un ordinateur, on appellerait ça la mémoire morte, la RAM, qui conditionne une grosse partie de nos modes de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme, justement? Alors, il y a une chose qui est très importante, et que j'aurai l'occasion de répéter un petit peu plus loin, c'est
on devient ce que l'on pense le plus. Nos attentes, nos pulsions, nos succès, nos échecs, dans quelque domaine que ce soit, dépendent justement de notre programmation, c'est-à-dire de ce que nous avons accepté de ce qu'on appelle nos figures d'autorité dans le passé, nos parents, nos éducateurs, nos maîtres, etc., et ce que nous continuons à nous dire lorsque nous nous parlons à nous-mêmes. On a tendance à reproduire la programmation que nous avons reçue, pour faire simple. Et la base de notre programme est composée de ce qu'on va appeler l'image de soi, c'est-à-dire l'ensemble des opinions, des idées, des croyances que nous avons sur nous-mêmes et qui conditionnent notre comportement et nos réactions vis-à-vis des situations de la vie. Cette image de soi se subdivise elle-même en 3 dimensions que je vais détailler. L'estime de soi, ce que nous pensons être, comment nous apprécions cette personne que nous pensons être. L'horizon mental, ce que nous nous pensons capables de faire ou d'obtenir. Et la zone d'autocontrôle, la croyance que nous avons ou non de pouvoir intervenir sur le cours de notre vie par nos décisions et par nos actes. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de ce programme et je voudrais vous montrer justement que ces 3 clés constituent les 3 forces du management de soi-même. L'estime de soi, c'est l'évaluation que nous portons sur nous-mêmes. C'est le reflet de l'image que nous nous renvoyons. Une bonne estime de soi dira « Je suis une personne unique, perfectible certes, mais je suis une personne unique. J'ai une valeur en tant que personne humaine. J'ai une valeur par mon existence. J'ai une valeur et donc je vaux le coup d'être en vie et de m'occuper bien de moi. » Une estime de soi polluée, une estime de soi négative dira « je suis nul, je suis bon à rien, à quoi bon vivre, je ne mérite pas d'exister, etc. » Vous voyez bien que déjà ça pose un petit problème en termes de motivation et d'équilibre. Le deuxième élément de ce trépied, vous voyez, c'est un trépied, hein, c'est donc quelque chose qui tient en équilibre, c'est l'horizon mental. C'est l'évaluation personnelle de ce que nous sommes capables de faire, de réaliser et d'obtenir. C'est une projection personnelle sur nos capacités. Par exemple, un horizon mental élevé dira « je suis sûr que je peux y arriver. Je n'ai jamais fait ça, mais je peux y arriver. Ça ne doit pas être si compliqué que ça. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant moi. » En revanche, quelqu'un qui a un horizon mental limité dira « non, non, ça n'est pas pour moi. Il faut savoir rester à sa place. Non, non, je ne veux pas prendre de risques, etc. » Et puis le troisième élément du trépied, c'est la zone de contrôle, ou qu'on appelle aussi l'idée de destin. Ça, c'est pas très compliqué, mais c'est la capacité d'un individu à penser que ses réussites et ses échecs dépendent avant tout de lui-même, de ses actes et de ses propres comportements. C'est la croyance qu'il peut agir sur son environnement et ne pas en être le jouet. Vous allez avoir des gens qui vont considérer au contraire que il y a le karma, il y a destinée, que tout est écrit dans le grand livre qui est dans le ciel, etc. Et qui dira, de toute façon, à quoi bon, puisque de toute façon, tout est écrit par avance. Bon. Quelqu'un qui a une idée de destin autonome dira, on a la chance qu'on se forge. On crée les opportunités de sa vie. Alors, je crois que vous avez compris ces 3 points. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, développer le premier pilier de ce tabouret. L'estime de soi. Pourquoi? Déjà, pourquoi faut-il s'estimer? Je crois qu'il faut s'estimer d'abord parce que il faut comprendre une chose, c'est que vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans votre vie. Depuis votre naissance jusqu'au jour de votre mort, vous allez être celui avec qui vous vivez tout le temps. Et donc, cette espèce de cohabitation, c'est à vous de la rendre harmonieuse et épanouissante au lieu d'en faire une espèce de conflit permanent, de haine de soi, de mépris, etc., qui sont autant de limitation, d'auto-limitation. Et puis la deuxième raison, c'est que l'estime de soi crée l'estime d'autrui. Vous vous comportez avec les autres comme vous vous comportez avec vous-même. Estimer les autres, c'est apparaître en retour comme une personne estimable. D'ailleurs, on dit souvent rabaisser les autres n'a jamais permis à quiconque de mieux s'estimer soi-même. Alors, comment faire? Eh bien, je vous propose 3 questionnements sur l'estime de soi. D'abord, en quoi suis-je un être
unique. Eh bien, vous avez beaucoup de chance, parce que vous êtes un être véritablement unique. Chacun d'entre nous est une personne unique, jamais personne sur Terre, ni à notre époque, ni avant, ni jamais, ne sera identique à moi. Je n'ai qu'une seule vie, elle est tout à fait spécifique. Personne avant moi n'a eu les mêmes parents, les mêmes conditions de vie, la même éducation, la même personnalité, les mêmes expériences. Je n'ai qu'une seule vie et c'est quelque chose qui est tout à fait particulier et qui mérite que je construise et que j'optimise cette vie. Deuxième question. En quoi ai-je une valeur propre en dehors de mes actes? Bien sûr que j'ai une valeur propre. Même si parfois j'agis mal, même si parfois je fais des erreurs, même si parfois je commets des fautes, j'ai une valeur personnelle inestimable. Je m'accepte et je m'estime tel que je suis, riche et positif. Vous voyez comment on travaille sur l'estime de soi, on va en parler un petit peu plus loin tout à l'heure, en s'auto-valorisant. Alors évidemment, je sais qu'il peut y avoir des gens qui considèrent qu'il ne faut pas aller trop loin. Bien sûr, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas être arrogant. Troisième question, quels sont les points sur lesquels je suis capable de me perfectionner rapidement? Et oui, parce que chaque être humain, jusque très tard dans sa vieillesse, est capable de se perfectionner. Une des caractéristiques d'ailleurs de l'être humain, c'est d'apprendre très très tard. D'apprendre, voilà, la capacité à apprendre. D'ailleurs, c'est un des facteurs de motivation qu'on va retrouver chez beaucoup de gens. Donc vous êtes une personne perfectible, comme une espèce de poignée ou de pelletée de minerais bruts. Vous contenez des paillettes d'or, vous contenez des petits morceaux de pierres précieuses qui ne demandent qu'à être découvertes, à être exploitées et transformées en lingots. Je sais que je peux toujours faire quelque chose pour moi. Voilà, 3 questions sur l'estime de soi. Ce que je vous propose par exemple, c'est un petit exercice ici, enfin quelques exercices pour vous montrer comment on peut développer l'estime de soi, ce que j'appelle l'auto-maintenance. L'auto-maintenance, c'est se traiter soi-même avec bienveillance, se traiter positivement, soyez gentil avec vous-même. Par exemple, soignez votre réveil le matin, commencez votre journée en disant « Waouh, une bonne journée qui commence ». J'anticipe déjà, vous voyez, fixez-vous un plan d'action quotidien, anticipez sur les bons moments de votre journée. Qu'est-ce qui va être agréable, des choses qui vous donnent envie de passer la journée parce que vous allez avoir des points de rendez-vous avec des moments agréables. Et puis, quand vous traversez des moments difficiles, quand vous avez éventuellement des moments moins agréables, donnez-vous une minute à vous-même. Faites-vous plaisir une fois par jour. Prenez-vous en flagrant délit de succès. Quelquefois, on voit les gens qui se prennent en flagrant délit d'échec. Oh là là, qu'est-ce que je suis nul, j'ai encore laissé tomber ce truc. Bon, mais quand vous faites quelque chose de bien, dites-le vous à vous-même. Faites-vous un cadeau. Moi, j'aime bien, quand j'ai terminé un séminaire, quand j'ai terminé une conférence, de m'offrir un petit cadeau personnel. Ça peut être d'aller boire un café, ça peut être d'acheter un livre ou un journal. Bon. Un autre truc qui est très très utile, qui est de faire le bilan positif de votre journée. À la fin de la journée, d'essayer de trouver 3 points positifs, les 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber, qui vont finalement vous permettre de vous endormir en toute sérénité. Voilà, faites de l'exercice, rencontrez des amis, soignez votre sommeil. On dit aujourd'hui que la plupart des gens ne dorment pas suffisamment parce qu'ils ont une vie trop stressante. Bon, voilà. Vivez l'instant présent, savourez les petits bonheurs qui constituent le quotidien. La bienveillance envers soi-même est la clé d'une vie heureuse et épanouie. Un autre truc que je vous donne aussi pour développer... Ah oui, alors en conclusion, traitez-vous comme vous aimeriez que les autres vous traitent. N'êtes-vous pas votre meilleur ami? Ben oui, en tout cas, si vous ne l'êtes pas, ça devient, dès ce soir, votre objectif. Une autre chose qui est très très pratique, très utile, je vous renvoie vers les conférences de Frederick Liebenfeld qui a animé cette conférence, les affirmations positives. Alors, les affirmations, ce sont des phrases simples que nous pouvons utiliser pour améliorer notre estime de soi, nous aider à atteindre nos buts et se débarrasser de mauvaises habitudes. Par exemple, le matin, je me réveille de bonne humeur, je suis extraordinaire toute la journée et le soir, je me couche heureux. Et ça, c'est... Et le lendemain, je recommence. Voilà. Donc, avec ces affirmations positives, finalement, on dicte à notre subconscient ce qu'il doit penser. Et ça, ce sont des règles très importantes parce que, encore une fois, vous voyez, nous devenons ce que nous pensons le plus. Donc, pensez en positif,
Au lieu de dire je vais pas mal, ou comment ça va comme un lundi, dites plutôt je vais bien, j'attaque la semaine avec beaucoup d'énergie. Parce que le cerveau ne comprend pas les instructions négatives. Si je vous dis par exemple, ne pensez pas à un cheval, à quoi vous pensez? Eh bien oui, votre cerveau ne peut pas imaginer un non-cheval. Donc proposez à votre cerveau des affirmations positives, des projections positives, des choses qui font qu'il va vous conduire vers ce que vous lui avez finalement demandé de vous emmener. Voilà, deuxième pilier, élargir son horizon mental. Voilà, ça c'est formidable, élargir son horizon mental. L'horizon mental, je vous l'ai dit, c'est l'évaluation personnelle de ce que nous sommes capables, de ce que nous croyons être capables de faire, de réaliser, d'obtenir. C'est une projection personnelle et tout à fait subjective sur nos capacités. Bien souvent, vous rencontrerez des gens qui vous diront « je ne pensais même pas que j'aurais été capable de faire ça, et puis j'y suis arrivé et c'est formidable ». Donc, un horizon mental élevé va s'auto-alimenter avec des phrases du type « je suis sûr que je peux y arriver », je peux me fixer des objectifs ambitieux, je veux mettre de mon côté toutes les chances de réussite, et puis élargir le cadre pour découvrir des choses auxquelles finalement je ne sais pas à quoi m'attendre. Voilà, rencontrer des gens, faire des choses nouvelles, ça permet d'élargir son horizon mental. Voilà quelques formules que vous pouvez utiliser. Nul ne sait de quoi il est capable avant d'avoir essayé. Visons haut, les sommets ne sont pas encombrés. Ma réussite, elle tient à moi, elle est entre mes mains. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Quand on y pense, cette phrase, elle est formidable. Tous les jours, c'est le premier jour du reste de ma vie. Et je peux faire exactement ce que je veux du reste de ma vie. Je suis le premier responsable de mes succès. Je choisis de réussir ma vie. Personne ne peut le faire pour moi. Celui qui avance en regardant derrière lui finit presque toujours par marcher à reculons. Voilà, donc regardez plutôt devant. À mon avis, c'est plus efficace. Troisième point, la zone d'autocontrôle. Alors ça, c'est très intéressant aussi. La zone d'autocontrôle, ou l'idée de destin, c'est la capacité d'un individu à penser que ses réussites et ses échecs dépendent avant tout de lui-même, de ses actes, de ses comportements, et non pas de circonstances extérieures, la chance, le karma, la destinée, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. Donc, vous voyez ce qui est écrit là sur le côté. Si vous êtes convaincu de ne pas pouvoir faire telle ou telle chose, alors vous avez raison. Si vous êtes convaincu de réussir, alors vous avez raison aussi. Vous voyez, c'est quelque chose qui est une espèce de, comment dire, une espèce de puissance subconsciente, on va appeler ça, c'est simple, mais c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que notre cerveau va fabriquer les conditions du succès ou de l'échec. Encore une fois, nous devenons ce que nous pensons le plus. Alors, pourquoi renforcer sa zone d'autocontrôle, c'est-à-dire reprendre finalement le pouvoir sur ce que nous sommes capables de faire. D'abord pour mieux maîtriser sa vie, bien sûr, c'est plus enrichissant, c'est plus épanouissant, c'est plus fun probablement de mieux maîtriser sa vie que d'être le jouet des circonstances, des autres, des événements, etc. Et puis, renforcer sa zone d'autocontrôle, ça permet aussi d'aller à la recherche de ressources intérieures ou extérieures, d'ailleurs on peut se former, on peut lire, afin d'affronter ces difficultés. Et fortifier sa zone d'autocontrôle, ça passe par des phrases comme « Je suis le premier responsable de ce qui m'arrive dans la vie, chacun de mes problèmes me concerne ». Alors, je vais passer très vite là-dessus. Ce qui est très important, c'est de bien comprendre. Lorsque je traverse une difficulté, je dois d'abord percevoir cette difficulté de façon positive, c'est-à-dire en quoi le problème m'appartient, en quoi je suis le premier responsable de sa résolution et comment le transformer en question pour être amené à résoudre la question, répondre à la question. Je vais prendre un exemple. Mes enfants ne travaillent pas très bien à l'école en ce moment. En quoi ce problème m'appartient? Ce problème m'appartient parce que je suis un parent responsable, parce que je veux que mes enfants réussissent, parce que je tiens à ce qu'ils fassent des études. Deuxième question, en quoi suis-je le premier responsable de sa résolution? Je suis le premier responsable de sa résolution parce que si je ne le fais pas, ce n'est pas eux qui vont y arriver tout seuls ou peut-être mon conjoint, mais en tout cas, je suis responsable du fait que ça me pose un problème. Si ça me pose un problème, je suis responsable de sa résolution. Et comment le transformer en question? Eh bien, mes enfants ne travaillent pas très bien à l'école en ce moment. Comment puis-je
aider mes enfants à mieux travailler à l'école? Comment puis-je consacrer plus de temps à mes enfants pour qu'ils travaillent mieux à l'école? Comment faire pour que leurs résultats s'améliorent? Vous voyez, renforcer sa zone d'autocontrôle, c'est reprendre le pouvoir sur les choses qui nous entourent et qui nous posent problème. Alors, dans le résumé de la conférence, je disais, nous avons parfois des pensées négatives qui nous assaillent et qui remontent à la surface. Alors, c'est ce que j'appelle la saturation négative. La saturation négative, c'est, vous savez, une espèce de dialogue intérieur négatif qui remonte à la surface et qui nous inhibe. J'en ai repéré 4. La première, c'est ce qu'on appelle les étiquettes. Les étiquettes, c'est tout ce que j'ai entendu dire sur moi, qui me limite et que j'ai fini par accepter. Hein, vous avez vos parents ou votre prof qui dit « Ah, mais t'es trop nul en maths, tu n'y arriveras jamais, t'as aucune mémoire. » Bon, au bout d'un moment, on finit par y croire. Et puis, vous entendez des gens qui vous disent, en toute sincérité, « Ah non, non, mais moi, j'ai pas l'esprit mathématique, ou j'ai pas la mémoire des noms, ou je suis pas du matin, etc. » Voilà. C'est-à-dire que cette espèce d'étiquette, encore une fois, on retrouve la prophétie auto-réalisatrice, elle nous limite et nous acceptons cette limite. Non seulement on l'accepte, mais même certains d'entre nous la revendiquent. Et alors là, ça devient terrible parce que le verrou se met en place. Le verrou, c'est l'auto-justification de l'étiquette qui bloque la situation, vous voyez, qui m'empêche de changer. Des verrous, par exemple, c'est « j'y peux rien ». J'ai toujours été comme ça, c'est plus fort que moi, et puis c'est pas à mon âge que je vais changer. Vous voyez, l'étiquette, elle vient se verrouiller, et là ça bloque totalement l'action, et les verrous viennent ajouter une couche de négatif sur les étiquettes. Et puis vous avez ensuite, excusez-moi, les sortilèges. Les sortilèges, ce sont des auto-instructions d'échec, des espèces d'incantations maléfiques envers soi-même. Je n'y arriverai jamais, je sens que je vais échouer, qu'est-ce que je suis nul, même si je voulais, je ne pourrais jamais, j'ai pas de chance dans la vie, etc. Voilà, des sortilèges qui, finalement, nous jettent un sort négatif et qui font que, effectivement, difficile, ou en tout cas, il faudrait vraiment que la chance soit là pour réussir à surmonter un défi quand on s'est donné autant d'instructions négatives. Et puis, les poisons, qui sont finalement des choses qu'on envoie aux autres, des choses qui vont bloquer les gens. Hein, laisse tomber, t'es nul, tu n'y arriveras jamais, laisse-moi faire, je vais le faire moi-même, ça ira plus vite, ça sera mieux fait, etc. etc. C'est du poison. Et finalement, à chaque fois que vous distillez une dose de poison aux autres, vous en avalez une dose vous-même. Alors, comment combattre tout ça? Eh bien, je vous propose un outil qui s'appelle la vigilance positive. La vigilance positive, c'est une espèce d'attitude mentale qui consiste à combattre la saturation négative et qui va s'appliquer en 3 étapes. Première étape, maintenir son attention en éveil en se mettant à l'écoute de soi et des autres. Quand je communique avec moi-même et avec les autres, attention, est-ce que je communique positivement ou négativement? Est-ce que je m'envoie des auto-instructions négatives, des étiquettes, des verrous, des sortilèges? Deuxièmement, repérer dans son dialogue intérieur et dans sa communication, justement, ces fameux clignotants négatifs que je viens d'évoquer, dénigrement, critique, dévalorisation, etc. Et puis, à ce moment-là, pratiquer l'alternative positivante afin de faciliter le déblocage de la situation, qu'elle soit intérieure ou en relation avec les autres. Donc l'alternative positivante, c'est se dire, tiens, je vais changer de formule, je vais changer ma façon de penser, je vais changer ma façon de dire et je vais la réécrire de façon positive. Je vais prendre un exemple. On a toujours le choix de voir une situation blanche ou noire, positive ou négative. Vous voyez ce dessin que vous voyez là. Certains d'entre vous vont spontanément voir un vase, et puis, si on regarde bien, on voit finalement en blanc par rapport au noir, on voit 2 visages qui se font face. Et si d'ailleurs je vous montre le dessin de cette façon-là, peut-être que vous aurez plus de facilité à voir les visages plutôt que le vase. Donc je veux vous dire que l'alternative positivante, c'est de voir au-delà de ce qui nous apparaît spontanément à l'esprit. Et donc ça n'est pas toujours facile, car nous sommes programmés pour voir toujours un peu la même face des choses. Mais avec de l'entraînement, ça devient de plus en plus facile. Par exemple, regardez ce logo du Pittsburgh Zoo. On a spontanément, on va dire, tiens, il y a un arbre et puis des oiseaux. Mais quand on regarde bien, vous voyez un profil de chimpanzé, un profil de lionne, et puis dessous, sous la lionne, vous voyez même des poissons, puisqu'en fait c'est un zoo et un aquarium. Donc vous voyez,
un petit entraînement et on voit les choses différemment. Regardez encore un autre exemple. Si je vous montre ces deux arcs de cercle, vous allez me dire, bah oui, bah, l'opportunité est beaucoup plus importante que le danger, il ne faut pas y aller. Mais si on change les choses, c'est le danger qui a changé de côté. Et en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces deux triangles sont exactement les mêmes, les deux arcs de cercle, pardon. Donc ce sont exactement les mêmes. Donc ce que je veux dire, c'est que l'alternative positivante consiste à changer le point de vue et d'adopter un point de vue positif. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez, avec votre conjoint, dîner chez votre belle-mère. Et spontanément, ce qui vous vient à l'esprit, c'est de dire « Oh là 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 là, on va encore dîner chez ta mère, on va passer une soirée mortelle. » Bon, si c'est ça que vous avez tendance à penser spontanément, l'alternative positivante va vous amener à dire « Ah, cette fois-ci, on va passer une bonne soirée chez ta mère, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Bien, on va lui raconter nos dernières vacances, on va lui parler de nos enfants, ou bien on va lui faire parler de son enfance à elle, de sa jeunesse, et puis on va apprendre des tas de choses. Vous voyez, l'alternative positivante, c'est résister à la fatalité de la pensée négative qui nous envahit souvent et essayer de trouver une autre formulation. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est l'idée que la vie, toutes les situations peuvent être interprétées positivement ou négativement, chance ou malchance, danger ou opportunité. Vous voyez, dans la vie, on est confronté à des tas d'événements positifs et négatifs, et c'est la façon dont nous percevons une situation qui va en faire un plongeoir qui nous fait couler ou un tremplin qui nous fait rebondir. Hein, c'est Churchill qui disait l'optimiste voit des opportunités dans toutes les difficultés, le pessimiste voit des difficultés dans toutes les opportunités. Voilà, c'est juste une question de point de vue. C'est à nous de décider intérieurement et d'agir en conséquence. Personne ne le fera pour vous. Voilà. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont été licenciés. Sur le moment, c'était dramatique. Et un an après, c'était pour eux une opportunité formidable de faire un magnifique voyage autour du monde. Un divorce peut être le point de départ d'une nouvelle vie. Une maladie, ça peut être l'occasion de se rapprocher de sa famille. Par exemple, j'ai vu à la télévision cette semaine une famille qui a eu un enfant trisomique. Ils étaient effondrés au début. Et aujourd'hui, cet enfant est leur rayon de soleil quotidien. Ils ne pourraient plus s'en passer. Donc voilà. Je voudrais vous montrer maintenant une illustration de cette question d'attitude mentale avec un petit film, une petite vidéo. C'est la surprise que je vous avais annoncée au début. Un petit film très court. C'est un petit film sur la vie d'un jeune homme qui est présenté sur deux écrans. Oui, on a deux écrans. Et en fait, c'est le même jeune homme qui va avoir d'un côté une vie très ordinaire. Bon, il ne se passe pas grand-chose de très sympa dans sa vie. Et de l'autre côté, sa façon de penser, son attitude positive, son interprétation des événements, son attitude mentale positive change totalement sa vie et le fait vivre intensément. Alors, pardonnez-moi, je vais lancer la vidéo et normalement... Ça... Oh Johnny, how you can love. Oh Johnny, here's above. You make my sad heart jump with joy. And when you're near, I just can't sit still a minute. I'm so Johnny, oh Johnny, please tell me, dear, what makes me love you so much? You're not ragazzi. But when I look at you, I just, oh Johnny, oh Johnny, oh Johnny, oh Johnny, how you can love. Oh Johnny, heavens above me above. You make my sad heart jump with joy. And when you're near, I just can't sit still another minute. Johnny, please tell me, dear, what makes me love you so? You're not handsome, it's true, but when I look at you, I thought I knew that we.
you. I said, oh, Jenny. Oh, Jenny. Oh, Jenny. Bon. Alors, est-ce que vous me revoyez là? Vous m'avez retrouvé? Ouais. Alors, je voudrais simplement, avant de terminer, il faudrait que je vous montre quand même le cadeau que j'ai préparé pour vous, parce qu'en fait, j'espère que ça devrait vous aider. Alors, on va aller très vite dans les dernières diapos. Je voudrais vous offrir un livre. Je voudrais vous offrir un livre numérique qui, j'espère, va vous aider. Voilà, c'est là, le moment des cadeaux. Donc, si vous êtes vous-même un cadre, un dirigeant, un manager, je vous incite à venir visiter mon site qui s'appelle managerpositive.com, sur lequel vous allez trouver des ouvrages de management, vous allez trouver un blog avec des idées positives, et vous aurez la possibilité également dans l'onglet qui s'appelle Outils de management de télécharger gratuitement mon dernier livre en cadeau. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas manager, si vous n'êtes pas cadre, pas manager, dirigeant, je vous offre quand même ce cadeau que vous allez donc sur le site managerpositive.com dans l'onglet Outils de management, vous allez le trouver. Il s'intitule 300 citations positives pour les managers d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est de trouver des citations inspirantes, mobilisatrices, amusantes, que j'ai recueillies au fil du temps et de mes rencontres. Et elles agissent finalement, je crois que vous l'avez compris au cours de cette conférence, elles agissent un peu comme des pastilles de vitamines mentales. Elles nous motivent, elles nous permettent de donner un sens à nos actions, et vous retrouverez des tas de thèmes, puisque je les ai classés par thème, autour du management, autour de l'optimisme, autour de l'échec. On n'a pas parlé de l'échec ce soir, mais ça serait vraiment intéressant de faire une conférence sur ce sujet-là, sur le changement, sur la persévérance. Et donc, je vous offre ce cadeau, téléchargez-le. Il ne restera pas gratuit éternellement. Je vais le mettre avec un prix, même symbolique, mais je vais changer dans pas longtemps, je mettrai un prix. Donc, saisissez cette occasion, c'est réservé à tous les gens qui ont participé à cette conférence et qui vont sur le site managerpositif.com. Voilà, donc merci de votre attention, merci de l'intérêt que vous avez porté à cette conférence, et donc je suis maintenant prêt à répondre à vos questions avec peut-être l'aide de Michel, si tu peux les rassembler, je vois que ça défile très très vite. Merci Yves pour cette merveilleuse conférence. Vraiment, franchement, pour une première, tu as mené ça de main de maître. Moi, en tant qu'auditeur, spectateur, j'ai été bluffé entre le sujet extrêmement passionnant et maîtrisé et la façon dont tu l'as présenté. Bravo Yves. Je pense que nous avons tous passé un excellent moment en ta compagnie. Ce fut un très très bon moment, très instructif. Même moi, en tant qu'optimiste, tu m'as motivé, tu m'as rendu l'optimisme et tu m'as apporté un regard encore différent sur l'optimisme. Merci, merci. Et à en voir les commentaires, beaucoup de gens pensent la même chose que moi. Karine, ça lui a redonné de la pêche. Alors, une première question pour toi, Yves, et tu reprendras la parole à l'issue de la conférence, et dès que tu as répondu, tu me repasseras la parole. Caroline te pose cette question. Que répondre aux gens qui opposent réalisme et optimisme? Qu'en penses-tu, Yves? Que répondre aux gens qui opposent réalisme et optimisme? Une question de Caroline. Alors, le réaliste, le pessimiste et l'optimiste, ils ont un point commun, c'est qu'ils vivent dans le même monde. Donc, les événements, les situations, les échecs, les difficultés, elles sont les mêmes pour tout le monde. Simplement, l'optimiste, il va avoir un point de vue, il va avoir une façon de percevoir les choses, il va essayer d'être dans une logique active et positive, alors que le pessimiste, ou parfois même le réaliste, dira « bon, ben c'est comme ça, voilà, c'est comme ça,
C'est comme ça. Vous savez, c'est la fatalité. Les aquabonistes, à quoi bon? Alors que l'optimiste, lui, va chercher toujours une solution, une idée, en prenant appui avant tout sur ses points forts, sur ce qu'il sait faire, sur voilà, de trouver des ressources pour avancer. Voilà, je crois que ça, c'est la caractéristique de l'optimiste. Une question suivante de la part de Fora. Tous les dimanches, je vais chez ma mère et à chaque fois, les discussions tournent autour de la maladie, des morts et des mauvaises nouvelles. Comment faire pour me les blinder? Une question de Fora. Qu'en penses-tu, Yves? Et alors oui, bien sûr, c'est vrai que les personnes âgées, elles ont tendance à voir ce qui ne va pas, la maladie, la mort, etc. Alors évidemment, si on les écoute et que on se dit oh là là, c'est un mauvais moment à passer, je vais fermer mes écoutilles, je vais me blinder et puis dimanche prochain ça sera pareil, puis dimanche d'après ça sera pareil, ça sert à rien. En revanche, on peut essayer d'arriver avec une bonne nouvelle, de lui offrir un cadeau, de lui demander de parler de choses qui sont joyeuses, de comment elle a rencontré son mari, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était petite, quelle était sa meilleure copine, où est-ce qu'elle a appris à faire du vélo, comment elle a survécu pendant la guerre. Je suis sûr qu'il y a des tas de possibilités de tirer du positif de ces gens-là. Encore une fois, c'est la question de qui conduit la conversation. Voilà, qui conduit la conversation. Si on sent qu'elle va partir dans la direction négative et de parler de la maladie et de la mort, eh bien à ce moment-là, il faut la recadrer, essayer de trouver la formule, la question, la photo, l'anecdote qui va la faire parler de façon positive. Et puis nous aussi, plutôt que de se blinder et de dire « oh là là, j'ai un mauvais moment à passer », on peut essayer d'avoir préparé ce moment qu'on va passer avec cette personne en ayant sélectionné quelques bonnes nouvelles, des photos, des choses positives et agréables. Encore une fois, dans une relation, on est au minimum deux, il y a l'autre et il y a nous, eh bien, je suis responsable de ma moitié de la relation. Vous savez, c'est ce que Jacques Salomé appelle l'écharpe. Hein. J'ai la moitié de l'écharpe. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô, allô? Ah, très bien. Donc, j'étais en train de dire, je ne sais pas si vous avez entendu la première partie de ma réponse, je disais, je rappelle que la zone d'autocontrôle, c'est de se réapproprier la responsabilité qu'on a sur sa vie, sur les événements, finalement, c'est d'être le pilote à bord de sa vie. On est, chacun d'entre nous est responsable, on est le pilote de notre vie. En quelque sorte, je discutais avec un de mes amis qui est coach là l'autre jour, et la question c'est de dire finalement si, je vais employer une analogie un peu forte, mais imaginons qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écrive ou qu'on dise lors de vos obsèques. Voilà, sur votre épitaphe, ce serait quoi? Ce serait, est-ce que voilà, il s'est laissé vivre, il a été emporté par les événements, il a été le jouet des circonstances, ou au contraire, voilà, quelqu'un qui a conduit sa vie, quelqu'un qui a mené sa vie avec une certaine direction, avec du courage. Bien sûr qu'il faut du courage. Donc, la zone d'autocontrôle, c'est s'assurer qu'on est aux commandes et que personne d'autre n'est aux commandes. Bon, évidemment, on est là dans une approche peut-être un peu idéaliste. Et puis, on n'a pas le temps, en 45 minutes ou 1 heure de conférence, de rentrer non plus dans dans des approches trop personnelles. Alors, la question que tu posais, Michel, c'était comment surmonter une difficulté qu'on a rencontrée à titre personnel et comment se défaire finalement peut-être quelque chose qui nous pèse, c'est ça ? Je crois que, si c'est ça, bon, alors je crois que en fait, ça nous renvoie à la question de l'échec. Vous verrez si vous téléchargez mon petit ouvrage numérique que l'échec, dans bien des cas, est le socle, le terreau, le point de départ de beaucoup de succès. Il y a une fameuse conférence vidéo que vous trouverez sur YouTube de Steve Jobs qui faisait une conférence à la remise des diplômes
dans une grande université américaine et qui disait finalement le fait d'avoir été viré de chez Apple, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que ça m'a permis de me remettre en question, ça m'a amené à concevoir ma vie différemment, ça m'a permis de quitter le jeune con que j'étais à l'époque. Bon, Soichiro Honda disait d'échec en échec, on avance vers le succès. C'est-à-dire qu'un échec n'est définitif que si on reste à terre. Un échec, au contraire, s'il est sublimé, si on se dit qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que c'est l'occasion pour moi de découvrir, à ce moment-là, il devient quelque chose qui est le point de départ d'une nouvelle réussite. Donc, il faut du temps. De toute façon, il faut du temps. Vous ne pouvez pas passer comme ça brutalement de l'échec à la réussite. Vous ne pouvez pas retrouver toute votre énergie après une difficulté, après un deuil, après un divorce, après une faillite d'entreprise, après une grande déception amoureuse, sentimentale. Ce n'est pas possible. Mais il faut avoir en permanence, en ligne de mire, le fait que cet échec est porteur de leçons. Vous savez, dans le livre de Richard Bach qui s'appelle Le Messie cosmoplanétaire, il y a cette très belle phrase qui disait « Chaque épreuve que la vie te réserve porte entre ses mains un cadeau. Tu cherches les épreuves parce que tu cherches les cadeaux. » Voilà, donc ça veut dire que chaque épreuve que la vie nous réserve porte entre ses mains un cadeau. C'est aussi à nous de lire, de relire, de faire une relecture de ce qui nous arrive en se disant en quoi est-ce que c'est un cadeau? En quoi est-ce que cette épreuve, cette difficulté, elle m'apprend, elle m'apporte, elle porte un cadeau entre ses mains. Voilà, on a tous, moi je suis arrivé à un certain âge, je ne connais personne qui n'a pas traversé des épreuves, qui n'a pas traversé des difficultés. Et ceux qui arrivent à surmonter ces difficultés sont les plus forts, parce qu'ils se disent justement, une épreuve, c'est l'occasion de changer de direction, c'est un aiguillage. Voilà, c'est à nous de le construire et d'en tirer quelque chose. D'autres questions? Pourra-t-on avoir les titres des livres que vous avez cités? Oui, je les mettrai, je ferai un petit billet, peut-être en début de semaine prochaine, parce que malheureusement, vous voyez, j'ai une épreuve très grave qui m'atteint, j'ai des obsèques d'un très très cher ami, donc je m'en occuperai en début de semaine prochaine. Lâcher prise? Non, il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas lâcher prise. Quelquefois, on a besoin de se retirer pour lécher ses blessures, mais il ne faut pas lâcher prise. Il faut continuer à se battre pas forcément, d'ailleurs, il faut continuer à avancer. Vous savez, quand vous voyez que vous ne pouvez plus avancer du tout, vous n'êtes qu'à la moitié du chemin. Bon, Michel, je vais te redonner la parole. Merci Pierre, j'ai toujours l'habitude de parler à Pierre Abraham. Merci Yves, pour ces réponses. Juste une toute dernière question, parce que nous arrivons à la fin de cette conférence. Comment rester positif et optimiste avec autour de soi des personnes pessimistes, et c'est parfois difficile à vivre? Quelle attitude adopter pour les rendre positifs, sachant qu'on ne change personne? Ceci sera notre dernière question, malheureusement, mais vous pourrez continuer à parler avec Yves sur Génération Optimiste. Vous pouvez lui faire une demande d'amitié, vous pouvez aller voir sur son blog également. Nous mettons fin à cette conférence qui fut exceptionnelle. Encore une fois, merci Yves pour cette merveilleuse occasion, cette belle présentation claire, précise et enthousiasmante. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine. Vous savez aujourd'hui que nos rendez-vous sont fixes tous les jeudis soirs, les rendez-vous de Génération Optimiste. Chaque jeudi soir, un nouvel expert à la parole. Jeudi prochain, nous accueillerons Maria Hanel et je vous invite à venir voir sur Génération Optimiste pour en savoir un petit peu plus, avoir plus de coordonnées et en effet pouvoir participer à tous les échanges que nous pourrons vous offrir. Merci à tous, merci à tous les participants. Nous avons été très nombreux ce soir. Merci surtout à Yves pour cette merveilleuse prestation. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine.